En manchette aujourd'hui, le Kaba est déjà en mode automne. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 22 juillet 2022. Dans un premier temps, bon début de vacances pour ceux qui partent en vacances. Soyez prudents sur les routes. Nous voulons vous revoir à la fin de votre congé. Le Kaba aujourd'hui a dévoilé sa programmation de sortie pour l'automne. On vous présente quelques activités qui sont offertes durant tout le mois de septembre, octobre et novembre. Une première sortie vous est offerte le 15 août, entre autres, une sortie à Saint-Sévère. Il y aura 3 sites touristiques à visiter. On parle de transport en covoiturage. L'horaire, il y aura au début une visite du domaine et vin Gélina, donc randonnée au vignoble, pique-nique ou dîner au bistrot. Vous pouvez apporter votre pique-nique. Par la suite, ça sera la visite de Passion Lavande à Saint-Sévère, donc une boutique sur l'exposition avec, on va parler de lavande, de produits du lavande. Et après ça, la boutique écologique, éco-responsable, boutique Rien ne se perd, tout se crée. Donc vraiment, une autre boutique très intéressante à Saint-Sévère. Par la suite, le 12 septembre, le Kaba vous invite à un tour guidé du Vieux-Montréal et le spectacle Aura à la Basilique Notre-Dame. J'ai déjà eu la chance de voir ce spectacle à la Basilique. C'est vraiment très impressionnant. On parle d'un départ avec autobus de luxe. L'horaire commence en après-midi avec une halte à Lanoret pour prendre quelques passagers. Par la suite, un tour guidé à pied du Vieux-Montréal, toujours une chose très intéressante et très passionnante. Du temps libre pour souper. Et à 20h, ce sera le spectacle Aura qui est présenté à la Basilique Notre-Dame, qui a été conçu par Moment Factory. Le coût est de 105 $. On a besoin d'un minimum de 30 participants et il faut réserver avant le mercredi 10 août. Par la suite, en septembre, le Kaba s'en va visiter les fameuses mosaïcultures qui, cette année, ont lieu à Québec. Donc, avec une croisière guidée. Cette activité partira à 8 h le matin en autocar de luxe, avec un arrêt à Saint-Barthélemy pour reprendre des passagers. À 10 h, visite des mosaïcultures. Par la suite, pique-nique au bois de Coulonge, apportez votre lunch. Vous pouvez prendre aussi le lunch du Kaba. Par la suite, une croisière guidée d'1h30 aura lieu sur le fleuve Saint-Laurent. Vraiment une croisière aussi très passionnante. On découvre de magnifiques choses. Et le souper sera aux frais du participant dans le vieux Champlain, dans le vieux Québec. Le coût est de 145 $, 155 $ avec boîte à lunch. On parle encore d'un minimum de 30 participants et vous devez vous inscrire avant le 23 août 2022. Une autre activité maintenant, le 28 octobre, dans l'esprit de l'Halloween, le Kaba vous invite à visiter le planétorium, le jardin botanique en automne. Donc, vraiment, une visite encore là passionnante. Vous devez vous inscrire avant le 27 septembre pour cette activité et le départ se fera à compter de 13 h. À 13 h, nous aussi, il y aura une halte à Lanoret pour accepter d'autres participants. Premièrement, il y aura une visite du planétorium. Il y a possibilité encore d'avoir une boîte à lunch avec le Kaba. Et à 18 h, ce sera la visite du jardin botanique et c'est de jardin illuminé. On rappelle que c'est vraiment une très belle tradition au jardin botanique et avec l'automne et justement les décorations d'Halloween, c'est vraiment très intéressant. Le coût est de 80 $ par personne, 90 $ avec les boîtes à lunch. On parle d'un minimum de 25 participants pour pouvoir faire l'activité et les inscriptions seront avant le mardi 27 septembre. Une dernière activité le 30 novembre, juste avant les fêtes, vous pouvez aller faire
une activité au Casino de Montréal. On parle d'un dîner-spectacle. Le voyage exclut le transport. Vous avez des crédits pour jouer au casino. Un dîner en trio instantané au bistrot L'Instant d'Élie et Peintre et le spectacle jeunesse d'hier et d'aujourd'hui qui fête Noël, mettant en vedette Joël Denis, Christine Chartrand, Suzy Villeneuve, Michel Girard et David Corriveau. Donc, vraiment, un retour dans le temps pour nous, les passionnés dans le temps de jeunesse d'aujourd'hui et pour un petit peu vraiment se mettre dans l'esprit des fêtes, quoi de mieux qu'aller au casino et aller voir un tel spectacle. Le coût est de 105 $ par personne. On parle d'un minimum de 35 participants qui est requis pour pouvoir aller faire cette activité. Et on parle du 27 septembre pour pouvoir réserver, date limite de réservation. Donc, de très belles activités qui vous sont offertes par le CABA, comme toujours pour information et réservation, 450-836-7122. Excusez-moi, 450-836-7122. Une autre activité qu'on vous prépare, qu'on vous propose, c'est le début des vacances et nous désirons vous présenter quelques suggestions. Donc, au départ, à la chapelle des Cuthbert, une exposition de Mme Chantal Réguet se termine cette semaine. Donc, c'est la dernière fois durant toute la semaine que vous pouvez voir cette activité. Et il y aura aussi un spectacle le 30, un spectacle de poésie. Nous avions rencontré Mme Réguet au début du mois de juillet. Écoutons ce qu'elle avait à nous dire. Madame Chantal Réguet, vous êtes autrice, vous êtes poétesse, on pourrait dire aussi, c'est un petit peu ça votre chose. Bon, vous avez parlé tantôt dans la présentation, votre impression quand vous êtes rentrée ici à la chapelle, puis vous avez vu tous les arbres et tout, je pense que vous avez une relation très sensible avec, on pourrait dire, avec l'arboristerie, avec les arbres, avec tout. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, absolument. Ça me fait très plaisir de discuter avec vous. Alors, j'ai découvert la chapelle des Cuthbert et son environnement. En fait, c'était en septembre 2020, donc juste la première phase de la pandémie, juste après. Et un an auparavant, j'étais allée en Islande pour faire une résidence d'écriture. Je travaillais déjà sur les arbres et la poésie des arbres. Et donc, ce lieu m'a beaucoup inspirée. J'ai trouvé ça magnifique, à la fois l'endroit, les grands arbres qu'on retrouve ici. Et par la suite, donc, en réfléchissant au fait que la chapelle des Cuthbert, c'est la première chapelle protestante du Québec et que Berthierville est l'endroit où on a aussi la première pépinière du Québec, qui date il y a 100 ans maintenant, j'ai pensé mettre en relation, créer un dialogue entre ces deux patrimoines, donc le patrimoine historique et le patrimoine forestier. Tout cela dynamisé par un parcours poétique qui demeure très accessible à des publics de différents âges, que ce soit des enfants jusqu'à des personnes plus âgées. Okay. On parle de poésie, mais on parle aussi de l'importance de la forêt, du bois, dans notre écosystème. On pourrait dire, on pourrait relier ça aussi, que, vu que les arbres captent le CO2, captent toutes les choses, donc ils absorbent toutes les sensations, ils absorbent toute l'humanité, on pourrait dire. Oui, tout à fait. Vous savez, les arbres, c'est devenu un sujet dont on parle beaucoup en art, en littérature en ce moment. Il y a aussi une grande prise de conscience collective sur les facultés de communication des arbres, sur leur sensibilité. On ne voit plus les arbres seulement comme des objets ou comme des éléments qui font partie de notre vie, mais comme des êtres sensibles à part entière, qui ont une durée de vie très très longue et qui créent beaucoup de liens de solidarité, à la fois entre les gens et entre les espèces elles-mêmes. C'est ça que j'ai voulu un peu illustrer dans l'exposition. Et en même temps, puisqu'on est à la chapelle des Cuthbert, il y a ici une personne de la famille Cuthbert qui repose encore dans la chapelle, Catherine Cairns, donc qui était l'épouse de James Cuthbert. J'ai voulu honorer sa mémoire dans mes poèmes parce que cette femme qui a vécu au 18e siècle est aujourd'hui quelqu'un d'oublié. Et pour moi, quand on entre dans la chapelle, c'est un peu chez Catherine que l'on entre. Oui. Alors, comme marque de respect et aussi dans cette idée de créer un dialogue entre les vivants et les défunts, entre le monde terrestre et l'au-delà, etc. Les espèces d'arbres qu'on rencontre, qui sont intégrées dans la chapelle, c'est impressionnant. Est-ce qu'ils ont, on pourrait dire, un lien direct?
pourquoi avoir choisi une certaine espèce d'arbre qu'on voit dans l'exposition? Oui, alors tout d'abord, nous avons comme partenaire l'Association forestière de la Naudière, que je remercie chaleureusement. L'association nous a fourni une diversité d'espèces indigènes locales. Tous les petits arbres qui sont des pousses dans les pots noirs proviennent de l'association. On a à peu près 8 espèces différentes. Ça va de l'épinette noire à l'orme, aux érables aussi. Et en même temps, toujours cette idée de la diversité. Donc, j'ai ajouté également des arbres de différentes tailles, donc certains qui sont plus grands, qui ne sont pas nécessairement des arbres locaux, mais ce sont des arbres qui ont poussé au Québec et qui se sont bien acclimatés ici. OK. Donc, c'est vraiment tout emmalgamé, là, dans le Oui, fond. donc on a cette idée d'hospitalité, de communauté, de bienveillance en même temps. Okay. Est-ce que l'exposition par la suite va être itinérante ou c'est la seule place? C'est unique. On le voit ici, puis on ne le verra plus pour le restant. Elle est unique pour la chapelle des Cuthbert avec cette suite de poèmes, avec les textes qui l'accompagnent. Mais en même temps, pour moi, c'est un projet évolutif, c'est-à-dire que je demande aux gens de laisser une trace, quelques idées, quelques verbes dans un carnet à la fin de l'exposition. Pas pour commenter l'exposition, mais pour écrire quelques pensées par rapport au thème de s'abandonner au vert. Pour moi, je vais reprendre tout ça et par la suite, peut-être que je vais éventuellement faire autre chose. Mais pour l'instant, c'est ici à la chapelle. Et vos projets futurs, c'est quoi? Parce que vous avez la belle distance, mais par la suite, oui, ben, j'aimerais bien écrire un ouvrage, en fait, qui est inspiré d'abord de des textes qui sont présentés dans l'exposition. Ah, ben c'est très bien. Je vous remercie. Merci beaucoup. On vous rappelle que la chapelle des Cuthbert est ouverte 7 jours par semaine de 9h à 18h. C'est un bel endroit pour pique-niquer et découvrir notre patrimoine. Avant de passer à la première pause, encore une entrevue avec M. Renaud Loranger, directeur artistique du Festival La Naudière, qui nous parle de la prochaine programmation. Entre autres, dans les églises, on parle de la cathédrale de Joliette, de l'église de Saint-Paul et de l'église de Saint-Norbert. On vient de parler de l'amphithéâtre, mais il va rester encore nos fameuses églises. Et là, c'est les arts florissants qui partent en voyage, voilà, on pourrait dire. En voyage dans la Naudière, absolument. Donc, on parlait des arts florissants de leur première venue à l'amphithéâtre le 30 juillet. C'est un projet, justement, qui est en gestation depuis quelques années. Puis là, cette année, ça a pris finalement une tournure un peu inusitée, c'est-à-dire qu'on a aussi un concert des arts florissants le 1er août à la cathédrale de Joliette. C'est le seul concert cette année à la cathédrale. Ah, c'est une église. C'est une église, absolument. On voulait donc présenter à l'amphithéâtre le 30 juillet cette ode pastorale de Handel, mais j'ai dit à William Christie, j'ai dit, c'est quand même inconcevable que vous veniez ici pour la première fois sans présenter ce pourquoi vous êtes le plus connu, c'est-à-dire la musique baroque française. Ouais. Et on a, comment dire, on s'est entendu sur ce programme extraordinaire de musique sacrée. C'est aussi pour ça que c'est à la cathédrale. Oui. C'est un peu le pendant sacré de la musique profane qu'on a à l'amphithéâtre la fin de semaine. Donc, le lundi 1er août, c'est à la cathédrale les grands motets de Marc-Antoine Charpentier. Donc, encore une fois, chœur, petit orchestre, sous la direction de William Christie à l'orgue. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose aussi d'absolument unique. Et après, ça se décline au fond dans cette dernière semaine. On est le lendemain, le 2 août, à l'église de Saint-Paul de Joliette, récital intime, donc violon, clavecin, avec William Christie au clavecin. J'insiste pour que les gens s'en rendent compte, là. William Christie au clavecin dans une église de 150-200 personnes, c'est absolument exceptionnel. Avec le jeune violoniste Théotime Langlois d'Osva. C'est un nom un peu compliqué, mais j'ai eu la pratique de le prononcer. Oui, c'est ça. Théotime est le violon solo, nouveau violon solo des arts florissants. OK. Donc, et là, il va se produire donc en récital avec William Christie au clavecin, la musique de Handel, Leclerc, Sénaillé, donc Handel, mais aussi beaucoup de baroque français. Et le surlendemain, le 3 août, on est à Saint-Norbert. C'est ça. Dernier concert en église de la saison, là aussi avec William Christie au clavecin et 2 jeunes musiciens,
qui sont en pleine ascension, qui font tous les deux des carrières extraordinaires en Europe, qui viennent aussi au Canada pour la première fois. Léa Descendré, mezzo-soprano, et Thomas Dunford, luthiste, en fait, qui joue le luth, encore une fois avec Christy au clavecin, là, dans un programme vocal, instrumental, de musique française, mais qui part vraiment là, du fin fond du baroque jusqu'à aujourd'hui, en passant par le romantisme, la chanson française du 20e siècle. Donc là, on décloisonne un peu. Là. On n'est pas trop dans l'académique, on est vraiment dans un programme de plaisir, puis de beauté, de chansons françaises, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Ça fait vraiment une belle tournée. Pour les arts florissants, dans le fond, on profite de leur présence, de leur impact. En disant... quatre concerts, au fond. Hein? C'est quelque chose, théâtre, cathédrale, puis les deux églises après. C'est quelque chose, c'est vraiment bien. C'est-à-dire que ça fait partie de notre réflexion aussi. Si on fait venir des gens d'aussi loin, j'ai envie de dire, aussi bien les garder un petit bout de temps avec nous, puis leur permettre de faire plusieurs concerts. De se faire connaître. De se faire connaître. De se faire connaître. Bon, bien, je te remercie. C'est moi qui te remercie. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants, et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 22 juillet, le FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Roy Grégoire, Claude Fleury et Daniel Lapolice. Maintenant, le Québec souligne l'anniversaire de Paula Leslie Matong. Donc, si c'est votre anniversaire aujourd'hui, profitez-en pour bien fêter avec votre famille et vos amis. Maintenant, une autre exposition, une autre activité qui se termine cette fois-ci en fin de semaine, et c'est du côté de l'Anorec. Il y a une exposition soulignant le 150e anniversaire des pilotes du Saint-Laurent. Nous avions rencontré le président directeur général de cette association au début du mois de juillet et nous vous représentons cette exposition cette entrevue qui nous parle de cette exposition qui sera disponible toute la fin de semaine sur le quai de l'Anorec. Écoutons ce qu'il y avait à présenter. Je suis en compagnie de M. Pascal Desrochers, c'est bien ça? C'est bien ça. Qui est le président de la Corporation des pilotes du Saint-Laurent central. Donc, bonjour, premièrement. Bonjour à vous. Bonjour, merci de nous recevoir. On est ici sur le quai de Saint-Ignace. C'est un bel endroit qui est très agréable pour les gens de Saint-Ignace et pour les touristes en général. Et vous venez nous parler aujourd'hui d'une activité qui va avoir lieu en juillet, plus précisément à partir du 10 juillet ici à Saint-Ignace, et ça va être transporté aussi à l'Anorec. C'est bien ça, la semaine suivante. La semaine suivante. Ouais. Et c'est dans le cadre du 150e anniversaire de la Corporation des pilotes, on pourrait dire Saint-Laurent central. C'est bien ça. Nous, on représente les pilotes. C'est un regroupement de pilotes qui travaillent entre Québec et Montréal. Okay. On a 2 secteurs de pilotage, de Québec à Trois-Rivières et de Trois-Rivières à Montréal. Et puis, ça fait 150 ans. Ça va faire 150 ans l'année prochaine. On a commencé les festivités cette année. Mais en 1873, les pilotes se sont regroupés. Et puis, c'est ce qu'on va célébrer cette année avec un conteneur muséal qui va faire une tournée des municipalités riveraines. Puis nous, on trouvait que c'était une belle occasion d'aller à la rencontre des communautés riveraines
pour faire découvrir notre travail qui est très méconnu, puis parler un peu aussi de l'histoire de la navigation sur le fleuve dans les 150 dernières années. Vous me disiez tantôt, après entrevue, vous avez déjà été pilote, c'est comme une tradition familiale et tout ça, Trois-Rivières, on comprend. À part de dire que c'est une tradition familiale, qu'est-ce qui avait motivé votre choix de devenir pilote? C'est l'amour du fleuve, naturellement. La plupart des pilotes, on est des amoureux du fleuve à la base. Et puis moi, c'est une histoire familiale aussi. Mon père était pilote, des grands-oncles qui étaient pilotes, donc c'était dans la famille parce que c'est souvent le cas, vu que c'est un métier méconnu, souvent les gens qui viennent au pilotage, c'est par des connaissances, des amis, de la famille. Mais c'est ce qu'on veut, essayer de faire découvrir un peu notre travail pour que ce soit plus connu de la population. Parce que là, tantôt, on se parlait et la formation est assez impressionnante, là. Tu peux pas devenir pilote en chauffant, en conduisant une petite chaloupe ou un ponton. Là. Le pilote, il faut faire la distinction avec le capitaine. Le pilote ne fait pas partie de l'équipage du navire. Il embarque à bord pour prendre en charge la conduite du navire. Mais à la base, le pilote, c'est un capitaine. Donc, on doit passer par l'Institut maritime à Rimouski, faire un cours de 4 ans. Et ensuite, au fil des années suivantes, acquérir l'expérience et des brevets supérieurs jusqu'à l'obtention d'un brevet de capitaine. À la suite de ça, lorsqu'il y a des postes qui s'ouvrent au pilotage, bien là, un détenteur de brevet de capitaine peut appliquer au pilotage. Et puis nous, on va recruter parmi ce bassin de candidats-là. Et puis on va les former pendant 2 ans à temps plein. Environ un peu au-dessus de 300 transits sur le fleuve qu'ils vont devoir faire, accompagnés de pilotes brevetés, suivi d'une série d'examens. Et puis là, on va leur délivrer leur premier brevet de pilotage qui va leur permettre de faire les plus petits navires seulement. Et puis, au fil des années suivantes, avec des formations, l'expérience qui va être acquise, tranquillement, le tonnage puis longueur de navire vont augmenter. Et ça va prendre environ 7 à 8 ans supplémentaires jusqu'au moment où un pilote va pouvoir piloter n'importe quel navire sur le fleuve. Donc, c'est un projet de longue haleine. Là. Absolument. Si on compte l'Institut maritime, le temps de navigation, plus le temps d'apprentissage avant d'être un pilote de breveté avec un brevet de classe A, là, on parle d'une 12aine d'années environ d'expérience. Est-ce que de façon générale, tous les capitaines veulent être pilotes ou le contraire? Tu t'en vas à l'Institut maritime en disant un jour j'aimerais être pilote et là tu fais tout ou c'est une carrière qui est développée au fil des années? Il y a un peu des deux. Moi, dans mon cas, c'était clair en allant à l'Institut maritime que c'était dans le but de devenir pilote. Il y en a plusieurs qui ne connaissent pas le travail du pilote, puis c'est en travaillant comme officier de navigation, capitaine qui découvre ce travail-là et puis qui après ça ont le désir d'accéder à cette profession-là. Parce que naturellement, il y a des avantages au travail de pilote. L'avantage principal, c'est qu'on est à la maison plus régulièrement qu'un marin qui doit des fois partir des 2, 3, 4 mois. Le pilote, lui, il revient à la maison presque tous les jours. Puis nous, notre travail, c'est la partie intéressante de la navigation. On navigue. On fait des manœuvres de navire. On ne fait pas d'administration. Tandis que les capitaines, maintenant, sur des navires, c'est des gestionnaires. Fait qu'il y a une petite partie qui est intéressante qui font de la navigation, mais il y a une grosse partie, c'est de gérer le bateau. Puis ça, nous, on ne fait pas ça. Fait qu'on a un beau côté là-dessus. Là. On a la partie la plus plaisante et stimulante du travail d'un marin. On la fait tous les jours. Pourquoi qu'au Canada, en tout cas, entre autres sur le fleuve Saint-Laurent, pourquoi qu'il y a des pilotes? Il y a ça au Canada, c'est la loi sur le pilotage qui prévoit que le pilotage est obligatoire sur tous les navires de plus de 35 mètres qui viennent dans nos eaux. Mais ce n'est pas unique au Canada. Partout dans le monde, lorsqu'il y a un cours d'eau qui a un niveau de difficulté plus élevé ou un port, il y a un pilote qui va monter à bord. Le pilote est un expert des conditions locales. Donc, le capitaine, c'est un généraliste, puis ils font très bien leur travail en naviguant en mer, en faisant des approches côtières. Mais lorsqu'ils se présentent dans des eaux restreintes, il y a la nécessité d'avoir un pilote à bord qui connaît bien les conditions locales. Et nous, c'est ça notre travail. Puis moi, mon travail est tellement spécialisé en Trois-Rivières-Montréal que si je voulais devenir pilote entre Trois-Rivières et Québec, par exemple, je devrais refaire ma formation à partir du début puis recommencer. Parce qu'entre Trois-Rivières et Québec, je les ai pas, ces connaissances locales-là. Eux, ils vont travailler avec des marées, la morphologie du fleuve est différente. J'ai aucune connaissance pour aller pilote là. Moi, vraiment, mon secteur que je connais comme le fond de ma poche, c'est entre Trois-Rivières et Montréal. C'est passionnant. Et autre question, comme vous dites tantôt, oui, c'est que quand vous êtes un capitaine, donc vous avez la formation, vous savez comment fonctionnent les bateaux, parce qu'il y a sûrement différents styles de conduite ou différents, quand on parlait de grandeur et tantôt, vous parliez, on sait qu'il y a des pétroliers, il y a de tout qui passe ici. Le capitaine est censé être le maître à bord. C'est lui qui est le grand boss. Est-ce qu'on transfère cette responsabilité-là à vous?
C'est une bonne question. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question-là. Et le pilote, lorsqu'il embarque à bord, il ne remplace pas le capitaine. Le capitaine reste capitaine de son navire, mais le pilote, de par la loi, prend la conduite du navire. Donc... Des cas d'urgence, le capitaine, pas parce qu'on veut que ça arrive. Non, mais je vais vous donner un exemple. Il arriverait un incendie à bord d'un navire. C'est la responsabilité du capitaine. C'est lui qui va gérer ça. Il y a un problème avec la cargaison ou quoi que ce soit, c'est le capitaine. Tout ce qui a trait à la conduite du navire, c'est la responsabilité du pilote. Okay. C'est ça la distinction entre les deux. Ça vous demande de parler plusieurs langues? Mais l'anglais, la médecine générale... C'est l'anglais. La plupart des équipages étrangers ont un niveau acceptable d'anglais qui permet de communiquer efficacement pour la navigation. Parfois, c'est certain que le niveau de langage de ces équipages-là ne permet pas des discussions très élaborées, mais il y a un langage standardisé dans notre milieu qui permet de communiquer efficacement, même avec des gens qui ont vraiment une base minimale là, de la connaissance de l'anglais. C'est passionnant, je vous dirais, c'est très intéressant. Donc, c'est un petit peu à ça qu'on va s'attendre. Qu'est-ce qu'on s'est parlé? Dans les communiqués, j'ai dit, il va y avoir quelqu'un sur place, il va y avoir de l'interprétation, il va y avoir plein de choses. Donc, c'est le temps d'en apprendre, peut-être faire du recrutement aussi. Bien, on veut faire découvrir notre travail, peut-être pour semer des petites graines qui vont germer un jour, qui sait, on l'espère, parce que c'est un défi auquel on fait face, le recrutement. Il y a de moins en moins de jeunes qui vont dans le domaine maritime. Fait qu'on veut essayer de susciter un petit peu d'intérêt par ça aussi. Puis le conteneur, bien, c'est un des objectifs qu'on veut rencontrer, là, c'est de faire découvrir notre travail. Donc le conteneur, c'est un conteneur muséal. C'est un conteneur maritime, à la base, qui va faire la tournée des localités pendant une semaine. Sur semaine, ça va être en libre-service. Les portes sont ouvertes, il va y avoir des panneaux d'interprétation, les gens vont pouvoir découvrir les particularités de notre travail. Et les fins de semaine, il va y avoir des pilotes qui vont être ici toute la journée, le samedi et le dimanche, des pilotes retraités, des pilotes actifs, pour parler aux gens, puis leur faire découvrir notre travail. Parler aussi des manœuvres, on voit passer un bateau, puis on explique que, tu sais, les gars, il est en train de faire ça, parce qu'il y a beaucoup de bateaux, il y a des certaines périodes, des bateaux à quai ici, là, mettons, qui sont en attente de chargement, de déchargement. Il y a toujours les petits... les petits bateaux, là, les remorqueurs, les petits remorqueurs, les bateaux pilotes. Vous embarquez à partir du remorqueur et tout. Oui, puis c'était la raison pour laquelle on voulait que le conteneur soit toujours sur des quais ou dans des parcs à proximité du fleuve pour qu'on ait un contact direct. Puis lorsqu'il y a un navire qui passe, bien, pouvoir parler aux gens de ce qui se passe à bord du navire, qu'il y ait vraiment un contact direct. C'est pour ça que toute notre exposition se fait sur la rive. En tout cas, c'est très passionnant. Ça donne le goût de venir. On va sûrement venir voir. On va venir voir ça. En grand nombre. Donc, à Saint-Ignan, je crois, c'est à partir du 19 juillet. 10 et la semaine suivante à Lanoret. À Lanoret. OK, Lanoret. Donc, ça sera à suivre. Puis, on vous remercie beaucoup de nous avoir parlé. Merci à vous de m'avoir reçu. Bien apprécié. Merci. Et maintenant, allons à la météo. On vous souhaite une très bonne fin de semaine et soyez de retour avec nous lundi prochain pour un prochain bulletin de nouvelles. Soyez prudents et à lundi. Bienvenue à votre météo pour cette fin de semaine. Vendredi après-midi, c'est généralement ensoleillé avec une température de 30, un temps ressenti de 37. Vendredi soir, c'est généralement ensoleillé, une température de 27, un temps ressenti de 33. Vendredi nuit, c'est dégagé, une température de 19, un temps ressenti de 20. Samedi matin, ensoleillé avec passage nuageux, une température de 22, un temps ressenti de 25. Samedi après-midi, c'est risque d'orage, une température de 29, un temps ressenti de 37. Samedi soir, c'est des risques d'orage forts, avec une température de 27, un temps ressenti de 34, pour environ 1 mm de pluie. Samedi nuit, c'est risque d'orage toujours, une température de 20 degrés, un temps ressenti de 22 degrés et moins de 1 mm de pluie. Dimanche matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de 23, un temps ressenti de 28. Dimanche après-midi, c'est nuageux avec orage possiblement fort, une température de 29, un temps ressenti de 38, environ 5 mm de pluie. Dimanche soir, c'est nuageux avec orage possiblement fort, encore une fois. Nous avons une température de 27, un temps ressenti de 37, environ 5 mm de pluie. Dimanche nuit, c'est risque d'orage. Nous avons une température de 21, un temps ressenti de 25, environ 1 mm de pluie. Voilà, c'était tout pour votre météo.